Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, votre émission du samedi consacrée aux nouveaux modes de consommation et à l'économie autrement. Et pour ce dernier numéro de la saison, nous avons décidé de revenir sur deux belles aventures humaines, deux histoires qui nous ont particulièrement marquées, la renaissance de la biscuiterie Jeannette et des célèbres madeleines grâce au crowdfunding et la saga Guyot, cette famille qui fait, vous le verrez, revivre les châteaux français. C'est encore un peu léger là. Ouais, je vais rajouter une toute petite pointe de vanille encore. Ça va pas trop cuire là, parce que là, elles sont belles là, non? Allez, le moment de vérité. Ah ben là. Voilà, ça c'est beau ça. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. C'est très satisfaisant. Sur les premiers essais, ce ne sont que des premiers essais. Sauver le patrimoine français grâce au partage, c'est le combat d'une famille pas comme les autres. Il s'agit de la famille Guyot, vous vous en souvenez sans doute. Nous les avions suivis à l'automne dernier. Ce sont des amoureux des vieilles pierres qui font revivre, qui font renaître des châteaux français laissés à l'abandon grâce à une volonté de faire, mais aussi aux billets d'entrée aussi des visiteurs. Nous les avions suivis il y a 8 mois. Alors où en sont-ils aujourd'hui? C'est ce que nous avons voulu savoir. Grand reportage signé Amélie Groux et Hakim Abdelkalek. Dans l'Aube, près de Troyes, au beau milieu d'un parc de 60 hectares, se niche le château de Vaux. La demeure du XVIIIe siècle, classée monument historique, aurait appartenu à un ministre de Napoléon III. L'édifice est en piteux état, il a l'air abandonné. Et pourtant, difficile à croire, mais voici son propriétaire. Le jeune châtelain s'appelle Édouard Guyot. Il n'a que 23 ans. Tu peux me passer 2 vis? Est-ce qu'il y a un sens pour ce truc-là, cette chose-là? Aidé de Mathilde, une stagiaire, il assemble des lits superposés. On est à 58, là, il en reste encore 2-3. Donc ça fait 60 personnes qui vont dormir à l'étage. C'est pas mal. Pour financer la restauration de son château, Édouard Guyot a aménagé les communs. Un espace de 1500 mètres carrés transformé en salle de réception et en gîte. Quelques mois après l'ouverture, l'affaire n'est pas encore très rentable, alors Édouard fait tout lui-même. Que les choses soient à leur place et que les gens arrivent et que ce soit convenable, parce que le ménage vient d'être fait, mais il faut que ce soit propre. C'est la réputation quand même du château et de l'établissement, donc c'est important. Pour remettre le château en état, le jeune homme n'a pas le choix, il doit exploiter chaque espace comme cette grange. 280 mètres carrés qu'il loue pour des mariages. Donc on a prévu de faire une grande piste de danse. Il y aura à peu près la moitié de la grange qui va être dédiée à la danse. Et de l'autre côté, pour le coup, là, en face, on aura une quinzaine, voire une vingtaine de tables. Donc pour des dîners de 150 à 200 personnes, mais avec un esprit très rustique et très vrai. Donc c'est ça que les gens aiment. C'est très beau. L'année prochaine, cette activité devrait rapporter 130 000 €. Un chiffre d'affaires bien loin de couvrir les dettes. Car pour s'offrir son rêve, le jeune homme a emprunté beaucoup d'argent. Tous les mois, c'est à peu près 6 000 € qu'il faut rembourser à la banque. 6 000 €. Donc là-dedans n'est pas inclus évidemment le prix pour faire tourner la propriété. Et puis à 22 ans, c'est un vrai stress. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Dès qu'on prend une décision, on s'imagine que ça peut être la fin du projet pour une erreur de parcours. Donc le début a été un petit peu compliqué parce que voilà, il y a plein d'incertitudes et du stress. Nous avions rencontré Édouard en septembre 2015. À l'époque, il se lançait dans cette aventure. Il venait de s'endetter pour les 20 prochaines années. Pour 500 000 €, voilà son acquisition. Un bâtiment qui, de l'extérieur, avait de l'allure, mais à l'intérieur, c'était une ruine. C'est les anciens radiateurs de la pièce. Et là, on avait un sol en chêne également. On avait un très beau parquet Versailles. On a retrouvé un vestige de ce parquet et tout le reste a disparu. Donc soit ça a été volé, soit c'était simplement en très mauvais état, ils ont tout démonté, vous voyez. Et on a encore un très joli papier peint, qui est un papier peint 18e, qu'on a prévu de faire restaurer. Hop là! Ça aurait pu être dangereux. Coût estimé des travaux, 2 millions d'euros.
dont une partie sera absorbée par la seule toiture. En urgence, l'ancien propriétaire avait fait installer de la tôle, le temps de pouvoir poser des tuiles en ardoise. Pour le reste du château, Édouard et Paul, son seul bénévole, avaient encore un peu de boulot. Alors, par quel bout commencer? Je pense d'abord qu'il faut qu'on déblaye tout. On déblaye en premier et dès qu'on voit clair sur le sol, on balaye. Édouard ne pouvait pas se permettre d'attendre 20 ans C'est pas cassé, ça peut se garder. avant d'ouvrir le château au public. Ouais. Il avait besoin de faire rentrer de l'argent pour rembourser son emprunt. La chaise, on peut peut-être la sauver là, non? Son château devait donc accueillir des visiteurs Voyez payants l'état de la chaise, là. dès le printemps Après 2 2016. siècles dans les cuisines, on pense qu'elle est en bon état, mais ça va aller dans le feu. 6 mois plus tard, Édouard a-t-il réussi son pari? Ah, il est magnifique ce dallage. Magnifique. Quelques coups de balai et 1 an de travaux plus tard, voici l'état de la cuisine. Elle a presque retrouvé sa splendeur d'antan. On a le sentiment que les gens viennent de partir. Sur la table, il y a l'assiette du chef cuisinier avec sa bougie qui brûle, ses vieux journaux de la fin du 19e siècle. Il y a les cuivres qui sont astiqués, il y en a une quarantaine, un vieux buffet Louis XV, une pierre d'évier, bon voilà. Mais on a vraiment tout laissé dans son jus. Il y a des pommes dans les paniers, ça sent bon. Les gens ne rentrent pas dans un musée, c'est une vraie maison qui vit. Cette année, 10 000 visiteurs paieront 7,50 € pour découvrir les caves et la cuisine. En revanche, pour parcourir les étages supérieurs, il leur faudra attendre quelques décennies. Vous n'êtes pas un peu impressionné parfois par l'ampleur? Si, on ne sait pas trop par quel bout commencer, mais il y a des urgences et il faut aller au plus urgent. Quand il y a quelque chose qui menace de tomber, il faut faire vite. Et ici, c'est un petit peu le cas partout, donc ouais, c'est vrai que c'est une question compliquée. Mais on va y arriver, c'est pas un souci. Il faut prendre son temps et puis réfléchir et trouver des fonds. Voilà. Donc du travail. Et du travail, il en faudra pour offrir à l'édifice une nouvelle toiture, estimée à 300 000 €. En attendant, avec l'aide de Philippe le couvreur, Édouard tente de valoriser certaines parties du château. Voilà, super. Ce matin, ils viennent libérer de la tôle quelques trésors cachés. Voilà, hop. On va la mettre au milieu sur le faîtage. À 18 mètres du sol, ces statues reprennent vie. Et moi, la patine comme ça me dérange pas du tout. J'ai pas envie d'avoir de la pierre blanche. Ça, faut vraiment le laisser comme ça. Faut retirer le lichen. Faut qu'on ait une surface lisse. Mais je tiens pas à avoir un truc blanc. C'est fini là-bas? Ouais. Là, si tu veux le faire, moi, je vais essayer d'enlever ça. C'est vraiment ces statues et tout ce décor Régence avec la terrasse qui plante l'architecture et qui fait de Vaux un des plus beaux ensembles du 18e. C'est vrai que c'est émouvant de voir ça pour la première fois. Pour réunir des fonds et sauver ces sculptures, Édouard mise sur des moyens plutôt modernes, ceux de la nouvelle économie. Il a fait appel à une plateforme participative spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine. L'idée, c'est vraiment de faire un apport. C'est le petit quelque chose qui va manquer, en fait, et où là, les mécènes privés pourront être efficaces. C'est une campagne de financement à 12 000 €. Et à ce prix-là, normalement, on finance 50% du chantier. Donc si on arrive à ça, c'est bon. Pour l'heure, c'est en remplissant ces gîtes qu'Édouard gagne de l'argent. Vous me suivez? Aujourd'hui, ces étudiants étrangers membres d'une association de bienfaisance sont venus visiter le château de Vaux pour le week-end. Oui. Vous avez l'habitude de voir des endroits comme celui-là? Non, pas du tout. Non, on n'a pas les châteaux, des trucs comme ça. C'est super ici. Effectivement, c'est colossal, hein. C'est majestueux, on dirait. Donc, merci d'être là, merci de participer à tout ça. Merci. Vous avez quel âge? Ah, maintenant, j'ai 23 ans. Ouais. 23 ans, j'ai pas fini mes études et là au château. Pour la page Facebook du château, ça prend 2 secondes. On sourit. Le projet d'Édouard peut paraître ambitieux, mais pour lui, c'est presque une seconde nature. Car chez les Guyot, les châteaux, c'est une histoire de famille.
Voilà en effet 40 ans que les Guyot font parler d'eux. Il y a Michel et Jacques, le père d'Édouard. Et puis, on en est tombé amoureux. C'était un petit peu le château de la Belle au Bois dormant. Contrairement aux apparences, ils ne sont ni nobles ni riches à millions. En 1979, ils s'endettent à hauteur de 150 000 € d'aujourd'hui pour racheter ce château dont l'État ne veut plus, à 1h30 de Paris. L'un est peintre, l'autre charpentier. Michel, lui, sorti des Beaux-Arts, pourrait jouer au décorateur inspiré s'il n'était aussi maçon et comptable, guide et jardinier. Depuis tout petit, c'est leur père, un décorateur, qui leur a transmis sa passion, son goût pour les belles choses. C'est le début de la saga Guyot. Grâce à un modèle économique bien rodé, les deux frères deviennent les serial repreneurs de châteaux les plus célèbres de France. Aujourd'hui, la famille Guyot possède 5 châteaux, dont celui de Bridoire qui veille sur la Dordogne depuis le XVe siècle. À 21 ans, c'est Alice, la fille de Jacques, et la petite sœur d'Édouard qui gère le château de Bridoire. Nous l'avions rencontrée durant l'été 2015. Elle avait fait de son château une sorte de parc d'attractions époque médiévale. Voilà, cherche ce côté-là. Un succès avec 50 000 visiteurs par an. C'est pas un casque, hein, mais tiens, regarde. Hop. Ce serait un peu grand pour toi, mais ça sera mieux que ça, c'est une épaulette pour les chevaliers. Voilà. C'est un peu grand ? T'as peut-être même une plus grande tête que ta grande sœur. Bon, c'est un chevalier un peu démantelé, mais si t'enlèves les épaulettes, c'est bon. Bras nus. Tu peux combattre aussi. Bon, bah, bon après-midi. Ah, mais il y a toute une technique avec l'arbalète. Voilà, bon, bah, c'est pas mal. Ça, il me faudrait juste un espace de travail là. À l'âge de 19 ans, Alice avait mis entre parenthèses ses études pour faire comme le reste de la famille. C'est vrai que les études, c'est quand même un filet de sécurité. Mais je trouve que voilà, quand on est passionné, il faut aller au bout de ses passions. Et ça, généralement, ça nous le rend bien. Quand on est motivé, ça marche. C'est avec Jacques, son père, qu'elle a entrepris de sauver les lieux. Quand les Guyot sont arrivés en 2011, le château appartenait à la famille de l'empereur Bokassa, un ancien dirigeant de la Centrafrique. Le dictateur voulait installer ici son fils et sa future compagne. Le fils de Bokassa n'a jamais mis les pieds ici, il n'a jamais épousé sa bergeracoise, son père a sauté très rapidement de son trône en plastique, donc tout ça est devenu nul et non avenu. Et puis quelques mois après, la porte a été fracassée et puis il y a eu le début de 22 ans de pillage. Les Guyot ont racheté le château à l'État français pour 700 000 €. Il était en très mauvais état. Alors d'abord, il y a eu plusieurs stades, si vous voulez. Il y a eu le pillage des choses de valeur, ça a été fait au tout début. Quand il n'y avait plus rien à voler, ben après on s'attaque au mur, on s'attaque au fondement même de la maison. C'était ça. Donc des tessons de bouteilles, des verres cassés. On a changé 500 carreaux qui avaient été cassés volontairement avec des pierres, 40 mètres cubes de gravats, de saloperies, de détritus qu'il a fallu évacuer, des matelas partout. Enfin, c'était une horreur, c'était une horreur. Alors pendant des mois, aidée par les voisins et les bénévoles de toute la région, la famille Guyot redonne vie au château de Bridoire. Voici par exemple la salle de billard avant et après remise en état. Il y en aura en tout pour 800 000 € de travaux. Une rénovation subventionnée à hauteur de 40% par les pouvoirs publics. Le reste se fera avec l'argent des touristes. Un an après notre premier tournage, la vie s'écoule paisiblement au château de Bridoire. Princesse en sa demeure, Alice est de toutes les corvées. C'est un passage obligé dans votre formation de châtelaine de faire le ménage? Bah, c'est pas du tout une corvée. Enfin, moi, je prends vraiment ça... c'est un plaisir aussi de prendre soin de sa maison. Et ça me permet vraiment d'être vigilante. Et je redécouvre le lieu à chaque fois. C'est pas dévalorisant pour moi. Je le prends bien et j'aime bien. Les efforts d'Alice commencent à payer. Mais si le château connaît une belle notoriété, Jacques et sa fille veillent toujours avec attention sur le nombre de visiteurs. Ah oui, non, c'était la météo pour Pâques qui n'était pas terrible. On a eu une petite baisse. C'est le mois de juin, donc on a fait un bon début de saison.
Et je crois que si on fait une moyenne de 50 entrées par jour, on arrive à s'équilibrer par rapport à l'année dernière. Notre baromètre, c'est ça, quoi. C'est le cahier de visite où, quand on ouvre année par année, on regarde le score qu'on a fait le même jour l'année précédente et on voit si on est bon ou si on n'est pas bon. Là, pour l'instant, le mois de juin, on a 300 entrées d'avance. Donc, c'est pas le Pérou, mais c'est bien. Ça, maman avait acheté les Mais l'activité est saisonnière, l'équilibre précaire. Je sais pas où est-ce qu'elle t'a mis. On a un chiffre d'affaires qui frôle les 400 000 euros. Bon, quand on a retiré toutes les charges, c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Et après, l'excédent passe dans les travaux. Chaque année, on engage des frais pour des travaux. C'est le but, hein. On est là pour restaurer un château. Pour relever leur défi, les Guyot ont transformé l'une des écuries en boutique. C'est Catherine, la mère d'Alice, qui s'en occupe. Alors les ours, il faut les mettre là et puis un peu là. Donc ce qu'il faudrait, c'est rapatrier tous les dépliants dans l'accueil. Par rapport à un déjeuner ou par rapport à une nuit d'hôtel, notre billet d'entrée à 5 € pour les enfants, c'est pas cher quand même. Voilà. Donc on a des charges qui sont très lourdes et c'est important d'avoir des recettes complémentaires. L'idéal, c'est qu'il y ait 1 € par visiteur qui soit dépensé en plus du billet d'entrée. C'est aussi notre façon de faire rayonner le château autour de lui. Pour faire tourner leur domaine, les Guyot n'ont qu'un seul salarié et une stagiaire. Je connaissais un peu l'histoire de la famille Guyot, sauveur de château, et je trouvais ça plus intéressant que dans un musée où on surveille une salle toute la journée, on apprend beaucoup moins. Que là, je fais plein de choses différentes. À quelques jours du début de la saison touristique, Catherine et Jacques Guyot sont venus prêter main forte à leur fille. Et t'as vu, là, dès qu'on s'approche de la rivière, on est vraiment... tu sens la fraîcheur. Comme dans tout business, pour s'assurer de sa longévité, il faut sans cesse se renouveler. Alors Alice a imaginé une nouvelle attraction, un parcours dans les bois, parsemé d'énigmes. Vous voici à l'entrée de la tanière de la plus impressionnante créature de la vallée. Elle s'est absentée pour aller chasser. Vous avez peu de temps. Dépêchez-vous de trouver les indices qui vous permettront d'identifier cette créature. Il faut... Mais pourquoi on les peint pas carrément? Ce serait vachement plus sympa. C'est sombre, hein. Façon Lascaux. Ce qui fait vivre, c'est d'imaginer sans arrêt des choses nouvelles. Hein, ça fait avancer, ça booste. Il y a une certaine logique dans tout ça, je trouve. C'est un passage de témoin. Il y a des gens que ça effraie, ce côté, voilà, toute seule dans un château, ou même tout seul dans un château. Mais nous, les vieilles pierres nous parlent d'une certaine façon, mais plutôt en bien. On se sent un peu protégé derrière ces murailles. C'est génial, enfin, vraiment, on est bien. Tellement bien que l'aîné de la famille, Lancelot, a fait de la sauvegarde des châteaux son métier. Au total, il gère 3 sites d'exception Beauménil en Normandie, Saint-Brisson-sur-Loire, mais aussi la Ferté-Saint-Aubin en Sologne, le berceau de la famille Guyot. Pendant 30 ans, grâce à l'argent des touristes, ils ont rénové les bâtisses, la cour d'honneur et les toitures pour s'offrir un cadre de vie exceptionnel. Mais ce petit paradis peut parfois se transformer en quelques heures en véritable enfer. Il y a quelques semaines, pendant une dizaine de jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays. Dans le Loiret, l'autoroute A10 a été engloutie par les flots. Pour la première fois dans l'histoire du château, Lancelot a dû faire face à de spectaculaires inondations. Le parc de 40 hectares, mais aussi les caves et la cuisine habituellement ouvertes à la visite, sont dans un état catastrophique. Pour faire face à cette situation critique, Jacques, le père de Lancelot, est même venu secourir son fils aîné. Après 48 heures d'efforts, Lancelot et ses salariés réussissent enfin à nettoyer les dernières nappes d'eau. C'est le moment de constater les premiers dégâts. Mais ça va à la chaudière. Ça va. Alors, ça, tu peux l'ouvrir alors. Celui-là, je peux l'ouvrir? Oui, vas-y. T'as rien coupé d'autre là? C'est celui-là que j'avais fermé quand l'eau a commencé à monter. Elles sont mortes, les chaudières? Celle-ci, oui. On en a une autre au gîte qui est morte aussi.
Il y a tout ce qui est visible, les appareillages électriques, l'électricité, mais il y a tout ce qui ne se voit pas et ce qui va se voir dans plusieurs mois. C'est-à-dire quand il y aura la sécheresse, quand il va y avoir les premières fissures qui vont apparaître, quand il va y avoir les enduits en chaux aérienne qu'on a fait avec des compagnons du devoir dans les règles de l'art, avec des méthodes anciennes, comment ça va résister à l'eau, ça? Pas question pour Lancelot de s'apitoyer sur son sort. Il doit remettre en état les sous-sols du XVIIe siècle pour relancer son activité. Là, les gens passent. Là, on avait le cellier. Là, il y a tous les tonneaux qui flottent un peu à droite à gauche. En fait, ils étaient tous là. Non, la cuisine historique où il y a les petites animations avec la cuisinière d'une époque qui fait déguster les petites madeleines au miel. En général, ça sent bon le miel et le beurre et les gâteaux, la pâtisserie. Là, en l'occurrence, ça sent plus la vase. Mais bon, voilà. Dimanche, ça sentira de nouveau la pâtisserie. C'est un manque à gagner de quel ordre en fait? De quel ordre? Entre 500 et 1000 euros par jour. 3 salariés et une apprentie vivent sur les recettes qui sont liées aux visites, aux mariages, aux locations de salles, aux gîtes. Donc à partir du moment où on perd une partie de ces recettes, forcément voilà, l'équilibre financier est remis en question. D'autant plus que le gîte dans le parc est réservé pour la fin de cette semaine. Il est aujourd'hui inaccessible. La passerelle pour le rejoindre a cédé sous la pression de la crue. Un peu marre de patauger là. Il faut marcher sur le layon là. Là, on a tout mis à sécher ici. On a déblayé tout le tas de bois là. On a tout remonté sur le long du chêne. Il y avait tout qui flottait à droite à gauche. Donc toi, le niveau était impressionnant. On ne pouvait plus du tout accéder à l'île avec Louis, et le niveau était à ce niveau-là. On était là, quoi. Donc tout était noyé à l'intérieur. Là, on laisse sécher tranquillement les tomates, elles en ont besoin. Là. Puis en fait, 2 jours, on est submergé par les gens qui ont réservé, parfois depuis très longtemps, et qui sont complètement en panique pour leur réunion familiale. Il fallait absolument faire en sorte que les gens n'annulent pas. Pas question de fermer. C'est 900 € par week-end. Aujourd'hui, de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules de Lancelot. Car ce château représente à lui seul tous les sacrifices réalisés par sa famille. On a un lien qui est très particulier avec La Ferté, c'est une maison de famille. Moi je suis né ici, mon père a consacré 30 ans de sa vie et a laissé une partie de sa santé à La Ferté sur des travaux, notamment sur les premières années où c'était absolument titanesque. Quand on parle de La Ferté, on en parle comme si c'était une personne en fait. Et où en fait on s'occupe de cette personne comme si c'était une personne âgée un peu et on essaye d'en prendre soin et de la passer aux générations futures. En France, 87% des châteaux classés sont privés. Dans leur combat contre les outrages du temps, les propriétaires peuvent compter sur l'aide de l'État. Voici Frédéric Aubenton. Que d'eau, comme dirait MacMahon. C'est le conservateur des monuments historiques de la région. Il vient s'assurer que l'édifice a bien résisté aux inondations. Venez voir. Le niveau hier était au ras du plancher, au ras des planchers. Ce qui veut dire que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à long terme, même à court terme, on se retrouve avec une déstabilisation totale des piliers. En fait, ce qu'il faudrait, quand tout sera descendu, c'est de pouvoir faire une investigation de tous ces éléments-là. Absolument. S'il faut étayer, butonner, etc. C'est ça que je vois par rapport à vous. Le château de la Ferté-Saint-Aubin, pour la région Centre, c'est un château exceptionnel et qui est classé. Et donc qui doit bénéficier du meilleur soin possible. Nous, on est là pour aider les propriétaires à faire les études, prioriser les travaux et accompagner les travaux financièrement dans la mesure de nos programmations. Si dans quelques mois des dégâts apparaissent sur le pont, l'État pourra financer les travaux à hauteur de 40%. Mais d'ici là, l'affaire doit tourner. Après quelques angoisses, la salle des mariages est opérationnelle. Un soulagement pour Lancelot, mais aussi pour Sandy et Jérôme. Ils pourront célébrer leur union dès demain. En fait, on s'attend à plein de choses, de la pluie effectivement, mais en fait, on ne s'attend pas aux inondations. Et le pire, c'est quand les gens nous disent « Ah bah dis donc, on n'a jamais vu ça depuis 40 ans » et on se dit « Il fallait que ça tombe sur moi ». Bon, mais tout est bien qui finit bien. Oui. Voilà, comme dans un conte de fées. La princesse à son château. Exactement. Après 8 jours de travail acharné, la cuisine et les caves sont de nouveau ouvertes au public. Mission accomplie, voilà, on réouvre au public. C'est loin d'être parfait, il y a encore un peu d'eau à droite à gauche. Mais voilà, le but c'est que les gens reviennent et que voilà, la vie reprenne son cours normal après cet événement.
En France, comme Lancelot, Édouard, Alice et leurs parents, plus de 6300 particuliers restaurent pour nous des châteaux protégés, des trésors de notre patrimoine. C'est l'histoire d'une résurrection, celle des célèbres Madeleine Jeannette. 2 ans après sa mise en liquidation, la biscuiterie a repris du service. C'était en septembre dernier, nous en avions parlé à l'époque. Et bien aujourd'hui, c'est un véritable succès. La demande a explosé. Tout cela grâce à une opération inédite de financement participatif lancée sur Internet. Alors 8 mois après, nous avons voulu savoir où en était précisément l'entreprise. Embauche, rentabilité. C'est un grand reportage signé Wendy Binden et Vincent Lecroc. C'est un monument du patrimoine industriel qui a bien failli disparaître. Derrière ces murs, on fabriquait des madeleines depuis 1850. Des madeleines industrielles. Des millions de Français en ont mangé. Mais mondialisation, concurrence oblige, la petite entreprise normande qui a compté jusqu'à 400 employés dans les années 70 a été placée en liquidation judiciaire. Après des mois de combat, d'occupation de l'usine par ses salariés et d'argent récolté auprès de particuliers, auprès d'anonymes, la petite Madeleine a été relancée. Derrière cette renaissance, il y a Régine. Oh, l'autre. Bonjour. Régine et ses copines qui ont réenfilé leur blouse et qui ont repris le poste qu'elles occupaient depuis 40 ans. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Il y a aussi Georges, un homme d'affaires franco-portugais, l'un des seuls à avoir cru au projet de reprise. Aujourd'hui, vous êtes la démonstration qu'il y a des batailles qui peuvent être gagnées. C'était la récompense. Ou encore André, qui a investi 100 000 € pour sauver le goût de son enfance. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, finalement, que cet argent vous rapporte beaucoup ? Non, non. On me rapporte et m'offre quelques madeleines. En décidant d'abandonner les madeleines industrielles pour se positionner sur le créneau du luxe, il voulait redonner une seconde vie à cette entreprise centenaire. 1 an après, nous sommes retournés voir s'ils avaient réussi leur pari. Les célèbres madeleines sont désormais fabriquées à Démouville, à quelques kilomètres de Caen. Et Georges Viana, le patron de l'usine, ne sait plus où donner de la tête pour assurer les commandes. Ah, en boîte bleue, on n'a plus rien? Non. On n'a plus grand-chose? Et il nous reste du gingembre, là, non? Il y a des journées, je venais, et tout était pratiquement vide, quoi. Il fallait dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir? On va les mettre dans la voiture. Hop. Ce matin de juin, il part livrer un nouveau point de vente. Cela fait des mois que le nouveau directeur avale les kilomètres, se démène pour sauver l'entreprise. On est Jeannette à 100%, 24 heures sur 24 presque, mais même des fois j'en rêve de Jeannette, quoi. Donc oui, il y a bien sûr qu'il y a une certaine fatigue qui s'instaure, mais derrière, quand j'ai 19 salariés avec leur famille qui travaillent, on se dit ok, c'est beaucoup d'efforts, mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, ces madeleines vont enfin être vendues à Flers, une petite ville à 100 km de Caen. Ces 14 000 habitants étaient privés de ces biscuits depuis 2 ans, depuis la fermeture de l'usine. Bonjour madame, Georgiana. Enchantée, Aurélia Picard. Mais c'est une madeleine très différente qui fait son retour dans cette épicerie Je viens fine. vous livrer. On attendait, en même temps, c'est encore... J'ai vu que vous aviez déjà mis l'affiche sont en vente ici, mais pas encore. Alors. Pour prévenir. Pour prévenir les gens, d'accord. On a fait un petit PowerPoint aussi. C'est très bien ça. Voilà. Super. Régulièrement on me demande, et puis effectivement les gens disent « Ah, c'est dommage, il faut qu'on aille jusqu'à Caen pour les trouver. Je leur dis j'ai fait une demande, j'attends des nouvelles, donc là je suis contente de pouvoir dire ça y est, on les a. Fini la madeleine industrielle, On a mis de la fraise. Alors les fraises, moi je suis pas un fan, mais enfin bon. place à une madeleine artisanale, de luxe. Vous les mettez pas à l'extérieur là dans la vitrine? Les madeleines? Oui. Sa petite production lui permet de livrer une 50aine de points de vente, seulement 3 à Paris.
Georges Viana ne travaillait pas chez Jeannette avant. Est-ce que vous voulez goûter une bonne madeleine? Une madeleine Jeannette, bien sûr. Une Jeannette, ah oui, oui. C'est un repreneur d'entreprise. Ça me permet de... Je vous le... C'est lui qui a pris la décision de se repositionner sur le très haut de gamme. Oui. Sans avoir de ciseaux ni de choses non, comme ça. Et visiblement, il y a une prédécoupe là. Oh, c'est bon. Hein. L'homme d'affaires a eu le nez creux. C'est bon. C'est un bon goût de framboise. Il y a un bon goût de madeleine aussi. Bon, oui. Par contre, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas des produits artificiels. C'est de la framboise chimique. Ah non, c'est vrai, elle n'est pas du tout chimique, c'est de la vraie framboise, oui. Oui. Vendre des madeleines 1 € pièce, le pari était osé. Mais moi, je veux pas mettre de colorant. Et pourtant, il y a bien une clientèle pour ça. Oui, il y en a combien, c'est combien J'ai pas encore calculé, mais... Alors, ça va de 5 à 8, ça dépend des parfums. Voilà. Ça vous embête si je vous fais revenir pour les madeleines? Parce que je ne les ai pas déballées, j'ai pas du tout calculé les prix. Bon, alors je vous donne combien? Ça vous ennuie pas? 5,45 €. Vous pensiez vendre si vite? Mais non, pas du tout, je suis prise au dépourvu. La production est encore petite. Elle devrait doubler d'ici à quelques mois. Faire goûter une madeleine Jeannette. Une stratégie commerciale qui a eu des répercussions insoupçonnées. Le 19 septembre dernier, nous assistions à la toute première fournée. Pour Régine et ses collègues, habitués à produire des madeleines à la chaîne, il leur fallait presque apprendre un nouveau métier. Remplir les moules à la main, un à un. Ça, c'est sûr que ça va changer par rapport à l'industriel. Hein. Que là, on n'avait qu'à attendre et puis voilà, hein, ça se faisait tout seul. Hein. Que là, 38 ans en arrière. Plus de cadences infernales, mais de la qualité. Avant, il fallait voir, je faisais à peu près entre 800 et 1 tonne à l'heure sur une ligne, sur chaque ligne. Là, logiquement, on est parti pour faire 1 tonne une journée. Dans la logique des choses. C'est vrai que ce que je fais en une journée, je le faisais en 1 heure. C'est totalement différent. Et après 12 minutes de cuisson, le verdict tombait. Autour du seul four de l'usine, Georges Viana, stressé, s'y essayait enfin. Le bouillet. Ah ouais, elle va être pas mal. Je pense que c'est peut-être la première fournée. Régine était tellement contente du résultat. Oh, Billy, pardon, si je t'oublie, ma grande. Pour l'usine, c'était une journée historique. Les premiers pas vers un avenir incertain. Mais tout le monde voulait y croire. 8 mois plus tard, Régine et sa collègue Annick sont toujours inséparables. Grâce à l'argent des ventes, une machine qui les aide à remplir les moules a été achetée. Un second four devrait arriver. Et bientôt, le binôme produira de nouvelles saveurs. Non, je veux simplement un mélange homogène. Je veux vraiment qu'il y a c'est vraiment l'osmose entre le chocolat, qui va être assez puissant le chocolat, avec la vanille. Donc je veux vraiment sortir les notes aromatiques de la vanille. Celui qui est chargé de trouver les nouveaux parfums, on va arrêter. C'est Philippe Parc, meilleur ouvrier de France en 1989. Regarde, je vais savoir un petit peu ce que ça donne. C'est encore un peu léger là. Il est en pleine création. Ouais, je vais rajouter une toute petite pointe de vanille encore. Il faut vraiment que la vanille, on arrive bien à dissocier les deux parfums. Hein. Donc on va rajouter un petit peu. Le chef tente une nouvelle recette, une madeleine à la vanille de Tahiti avec au milieu un cœur de chocolat 99%. On a aussi une clientèle qui aime bien découvrir de nouveaux parfums, des nouveautés. Et donc il faut en permanence faire des petits essais, innover, voir si on peut pas faire des choses un petit peu plus un peu différentes de ce que font les autres madeleiniers. Georges Viana applique les codes de la mode à ses madeleines. À chaque saison, j'espère que ça va marcher. Hein. Sa collection. J'ai la pression. Hein. En moyenne, il faut une dizaine d'essais pour trouver le bon équilibre. Non mais ça va, ça recouvre bien. Ça va, je suis content. Mais pour certaines gourmandises, pas moins de 30 tentatives sont nécessaires. Ça va pas trop cuire là, parce que là, elles sont belles là, non? Pour l'instant, non. Ouais, mais là, elles vont cramer là, non?
Pour les Jeannettes, faire du haut de gamme, c'était leur seul moyen de survivre par rapport à la concurrence industrielle. Là, celle-là, là, ça me plaît, ça. Hein, qui a un Dédé, on va en couper une pour voir ce que ça donne. Il est là. Allez, le moment de vérité. Ah ben là. Voilà, ça c'est beau. Ça. Voilà. Ça peut être pas mal du tout. Ce serait les sorties de bouche. Avoir une... Ah non, je pense que c'est la 99, c'est bon. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content. C'est très satisfaisant sur les premiers essais. Ce ne sont que des premiers essais. Hein. Si la vanille au cœur de chocolat est un succès, la seconde recette du jour l'est moins. L'alliance framboise-vanille est complètement ratée. Il manque un peu de cuisson là. C'est pour ça qu'elles n'ont pas fait le pompon. Ouais. Cette nouvelle saveur est prévue pour les fêtes de fin d'année. Ils ont encore 6 mois pour trouver l'alchimie parfaite. Georges Viana, le nouveau patron, avait promis d'embaucher du monde si les ventes décollaient. 1 an après, 6 personnes sont venues rejoindre les effectifs. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bienvenue chez... Ce matin, c'est au tour de Talia. Avec les commandes qui s'accumulent, Georges Viana, le patron, a été obligé de recruter quelqu'un pour la partie administrative. Donc ici, ça sera votre bureau. Il y a vos collègues qui sont là. Bonjour. Elle sera chargée de suivre les commandes et de faire les factures. Bienvenue chez Jeannette. Merci. En prime, elle aura même droit à quelques douceurs. Alors ici, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de madeleine en fait. Là. On n'a pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'en production, bon, elles sont très bonnes, mais au bout d'un moment, il faut se freiner un peu parce que sinon, sinon on devient comme moi. Quoi. Georges, qui a commencé tout seul, a aujourd'hui 18 salariés sous ses ordres. Et il tient à rappeler que Jeannette n'est pas une entreprise comme les autres. Là, on est dans une start-up, même si ça a été créé en 1850, donc c'est peut-être la plus vieille start-up de France. Et c'est vrai que la moyenne d'âge, elle n'est pas toute jeune, mais on est dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde participe à l'entreprise. Georges Viana veut que chaque salarié se sente investi. C'est pour cette raison qu'il a mis en place un petit bizutage. OK. Allez. Sa première journée, Talia va la passer loin d'un bureau, dans l'usine. Comment ça se met, ça? Non, on est très bien intégrés. C'est vrai que l'ambiance est très familiale et donc il n'y a pas de souci. Alors nous, on nous appelle les Jeannettes en plus. Jeannette, donc... Bonjour. Donc là, je te présente le reste de l'équipe. Donc là, tu es vraiment au cœur de la production. D'accord. Donc Christine. La moyenne d'âge des ouvrières tourne autour des 50 ans. Pour elle, le démoulage des gâteaux chauds est un jeu d'enfant. Pour Talia, en revanche... Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tu prends 2 madeleines. Et je les mets dedans. Ah oui, c'est chaud. Ouais. Moi, je me mets là. Ouais. Faites quoi sinon comme métier normalement? Assistant comptable normalement. D'accord. Donc là, ça change. Talia va passer son après-midi à découvrir les secrets de fabrication des madeleines et rencontrer celles qui ont permis de faire perdurer ce savoir-faire, comme Régine. Et la pâte, vous la faites ici? Oui, ouais. Et les batteurs sont juste à côté. Ah d'accord. Dès demain, Talia retournera au bureau. Régine, elle, est heureuse d'assister à ces nouvelles embauches, après le combat qu'elle a mené pour sauver l'entreprise. Tenir une usine pendant 344 jours, comme ça, d'affilée, jour et nuit, 24 heures sur 24, ça a été long. Hein. On se demandait, est-ce qu'on va voir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va nous entendre? Et puis bon, quelqu'un nous a entendus, et puis voilà, quoi. Son grand retour dans l'atelier, Régine l'avait fait en septembre dernier, un jour dont elle se souviendra longtemps. Vous allez bien? Bonjour Régine. Bonjour Geneviève. Ce matin-là, après 2 ans de chômage, Ça fait tout drôle, hein? elle retrouvait ses anciennes collègues. Ça fait tout drôle. Sur les 37 employés de l'usine, seuls 8 avaient la chance de reprendre le travail. Eh ben écoute, oui, et toi? Oui, ça va. Je pense aux camarades qui sont encore... Moi aussi, tu vois, j'avais un petit peu la boule au ventre. Mais bon, non, ça va aller. Oh, je pense que ça va. avec. Ouais. Voilà.
Pour débuter cette première journée, On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. un travail plutôt inhabituel attendait Régine. Elle devait goûter les nouvelles madeleines, se remettre dans le moule. Saveur chocolat, amande, noisette, les nouvelles madeleines étaient beaucoup plus élaborées que les industrielles de l'ancienne époque. On a le goût, hein, forcément. Ah oui, là oui. Le goût et l'odeur. Oui, on rentre maintenant dans le vif du sujet, mais bon, on va peut-être nous laisser un peu le temps de s'intégrer à tout ça, quoi. Parce que bon, depuis le temps qu'on a arrêté de travailler, ça va vite revenir, mais on en a perdu aussi. Régine ne réalisait pas encore. La signature de son contrat de travail allait l'y aider un peu. Le contrat. C'est notre contrat de travail. Oui. C'est un trésor qu'on a. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Un CDI payé au SMIC. On marque lui approuvé. Imaginé dans toute une vie, c'était seulement le deuxième contrat de travail que Régine paraphait. Et il allait changer beaucoup de choses. Cela fait maintenant 9 mois qu'elle a repris son train-train quotidien entre le travail et la maison. Elle habite toujours chez Janine, sa maman. Ça y est, ta journée finie. Ouais. Et toi, ça a été? T'as bien travaillé? Ah, bah comme tous les jours. Mais aujourd'hui, Régine semble enfin apaisée. Hop. Après une bonne journée de travail, oui. On se détend. On remettra ça demain. Non, ça fait du bien de rentrer chez nous. Avant, on se pose des questions. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je devrais travailler, je suis pas en âge de la retraite. Bon, c'est comme ça, hein. À 55 ans, Régine avait peur de ne plus trouver un emploi. La reprise de l'usine lui a offert une seconde chance. Entre collègues, ça va? Ah oui. Bon, alors si ça va. Bah oui, quand tout le monde fait son petit travail, c'est bon. Oui. En retrouvant son poste, Régine et sa maman peuvent à nouveau envisager l'avenir. Mais est-ce qu'il y a plus de sourires dans cette maison depuis quelques mois ou pas? Oh bah oui. Oh oui, quand même. Puis on a des projets quand même. Bah oui, partir en vacances. On se prépare pour s'en aller. Papa va partir une semaine pour nous changer un peu les idées, puis voir des amis, parce que moi je vais aller à Chamonix. J'ai une amie qui habite là-bas, donc pour la voir, quoi. Parce que depuis que j'étais au chômage, c'était dur, non? Il y a un an, au lieu de partir quelques jours en vacances, Régine avait préféré investir 300 € dans la reprise de l'usine comme d'autres anonymes. À la foire de Caen en septembre dernier, l'émotion était forte. C'était la renaissance de l'entreprise. Georges Viana en avait profité pour remercier les donateurs de la première heure. C'est grâce à l'argent de 2076 particuliers que l'entreprise avait pu repartir. Certains étaient même venus se faire rembourser en madeleine. Jeannette s'est ancrée dans la vie des Canets, des Normands, et voilà, je me devais un peu d'y participer à ma façon. Encore merci à vous, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Oh, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà. Merci monsieur, en tout cas. Georges Viana le répétait à l'envi. La réussite du jour, c'était celle de ces anonymes. Les banquiers ne nous suivaient pas au départ, et donc sans les particuliers qui nous ont aidés, on ne serait pas là. Il avait réussi à récolter 600 000 €. Certains avaient investi des sommes conséquentes pour sauver ce symbole normand et ses emplois d'une mort certaine. Comme André Réol, un homme plutôt discret d'habitude. Cet ancien entrepreneur avait donné 100 000 € pour aider la petite Madeleine, sa Madeleine de Proust. Les madeleines Jeannette, pour moi, ça représente ma jeunesse. C'est donc il y a déjà quelques semaines. C'était la collation, c'était la grand-mère qui venait avec des madeleines, bien sûr. C'était les madeleines Jeannette, c'était les meilleures. Tout ce que faisait la grand-mère, c'était ce qui se faisait le mieux. Un risque qu'il avait pris sans hésiter. Début juin 2016, réunion au sommet pour Georges Viana, on ne va pas vous laisser rentrer. Qui accueille André Réol. Puis on va commencer L'investisseur s'est pris au jeu des petites madeleines. Allez-y. Le troisième homme, c'est André Garec,
le beau-père de Georges Viana, qui a également mis beaucoup d'argent dans l'aventure. Chaque trimestre, ils veillent à la bonne santé de leur investissement. Donc en fait le chiffre d'affaires donc sur mars qui était de 139 000 €, sur avril de 129, ce sont des chiffres qui étaient bien supérieurs à ce qui était budgété. Georges Viana n'est pas tout seul à la barre. Il doit rendre des comptes à ses actionnaires, parfois pointilleux. Par contre, comment tu expliques qu'il y ait une baisse sur les ventes administration et collectivité? Alors, ça semble diminuer assez nettement quand même, non L'entreprise est encore fragile. Chaque petit aléa peut la déstabiliser. Rien n'est gagné. Tous les actionnaires autour de la table savent que on ne sait jamais. Je peux faire une erreur. Et puis, il peut y avoir des circonstances qui font que d'un coup, les gens se disent « mais on n'aime plus les madeleines, non, on veut autre chose, on préfère les financiers » ou je ne sais quoi. On saura s'adapter aussi. Mais oui, rien n'est gagné. Aujourd'hui, je ne peux pas dire « ça y est, c'est super, tout va bien ». En 8 mois, l'entreprise a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont même en avance sur leurs prévisions. Dans 5 ans, je vois Jeannette quadrupler ou quintupler sa fabrication. Et nous devons continuer, non seulement sur le marché français, mais également à l'exportation, ce qui est souhaitable. Dans leur combat pour sauver l'entreprise, ils peuvent compter sur de nouveaux soutiens, parfois inattendus. À quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, la petite ville de Saint-James abrite une marque bien connue de tricot français. Presque un modèle pour Georges Viana venu avec son épouse visiter l'usine où est fabriquée la célèbre marinière. Bonjour Luc. Vous allez bien? Le patron, c'est Luc Le Sénécal. Voilà, vous avez des... Oui, on a ramené des petites choses là. Des bras chargés là pour discuter. Il a repris cette entreprise il y a 4 ans. 70% des vêtements de la marque sont fabriqués ici, dans cet atelier, à la main. Ah, c'est beau ça. Donc ici, c'est tout l'atelier confection. Après le tricotage, tout est monté ici. Voilà. D'accord. 300 salariés qui laissent Georges Viana rêveur. Lui qui en a actuellement 18. 300 salariés, c'est peut-être une cible, alors pas pour tout de suite, on va déjà viser la 50aine de salariés pour fin d'année prochaine. Puis après on verra ce que le temps nous fera faire. Leurs 2 entreprises ont pourtant le même âge, 166 ans. Bravo en tout cas. Merci. De rien, merci. Entre patrons du Made in Normandie, ils ont décidé de se serrer les coudes. Georges Viana souhaiterait habiller ses salariés avec ses marinières et même en proposer dans sa boutique à la vente pour les particuliers. Alors il ne faut surtout pas oublier la petite touche de madeleine. Donc, alors moi je trouve ça... Il y a le côté ludique un peu, là on est parti... Moi j'adore ça parce que là on retrouve nos madeleines, le symbole, votre symbole, celle-ci elle est... moi je la trouve... c'est vrai que c'est petit, c'est discret, c'est très bien. L'association entre ces 2 vieilles dames normandes ne s'arrêtera pas là. Moi j'ai pas aussi bien travaillé que vous là. Georges Viana a lui aussi imaginé une synergie possible. C'est vrai que c'est plus compliqué après. Cette boîte bricolée aux couleurs de la marque. Je me suis dit pourquoi pas, il y a presque une boîte et puis dire on se fait une édition, édition limitée, il faut pas forcément limitée, mais enfin. Que le packaging, il faut que la madeleine... En champion du marketing, Luc Le Sénécal, lui, a une petite idée derrière la tête. Je ne suis pas spécialiste du tout de la madeleine, mais quand j'étais gamin, on m'a appris à faire les gâteaux marbrés. Donc, est-ce qu'une madeleine peut être marbrée avec les rayures de Saint-James Le moule au marin. Georges Viana est dubitatif. Des gâteaux à rayures, il ne s'y attendait pas. Mais le patron des madeleines n'est pas à un défi près. Ensemble, les petites entreprises normandes ont décidé de se battre et de faire perdurer leur savoir-faire, coûte que coûte.
Voilà pour ce grand reportage et on leur souhaite évidemment de continuer dans cette belle histoire. Merci de votre fidélité, c'est la fin de Tout compte fait, la fin de la saison aussi puisqu'on se retrouve désormais en septembre prochain pour la rentrée et pour de nouvelles aventures. Bye bye.